Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, réaction après l'adoption de la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Les partisans du oui se félicitent du résultat, mais le camp du non estime que le taux de participation est un échec pour le pouvoir. Le Nigeria va mettre en place une force armée chargée de protéger les sites pétroliers de la région du delta du Niger. Une force qui devrait intégrer d'anciens militants armés participant au programme d'amnistie. Et Bruno Jean-Richard Itoua succède à Firmin Dinga à la tête de la Fédération congolaise de basketball. Le nouveau président a été élu ce mardi pour un mandat de 4 ans au terme d'une élection à laquelle il était le seul candidat en lice. La nouvelle constitution a été adoptée en Côte d'Ivoire. Le texte a obtenu plus de 93% des suffrages au référendum du 30 octobre. Un résultat salué par les partisans du oui. Mais dans le camp du non, qui avait appelé au boycott du scrutin, on estime que le taux de participation constitue un échec pour le gouvernement. Reportage de notre correspondant Olivier Connard. Les Ivoiriens ont adopté la nouvelle constitution à une écrasante majorité. Plus de 93% des électeurs ayant pris part au vote ont fait passer le pays de la 2e à la 3e République. L'enjeu du scrutin était le taux de participation. En 2000, la constitution avait été votée par 56% du corps électoral. Le 30 octobre 2016, ce sont 42,42% des électeurs qui se sont déplacés pour voter. Pour les partisans du oui, c'est une victoire, même si le taux de participation est moins élevé qu'à l'élection présidentielle de 2015. Les Ivoiriens, par ce vote massif du oui, ont renouvelé leur confiance et ont permis donc à la Côte d'Ivoire de rentrer donc dans la Côte d'Ivoire nouvelle, dans la 3e République, avec en offrant aux Ivoiriens, en tout cas pour ceux, la majorité qui ont voté le oui, offre ainsi à la Côte d'Ivoire une stabilité pérenne, une paix durable, une cohésion sociale renforcée et une Côte d'Ivoire qui s'engage dans la voie du développement. Les partis d'opposition réunis au sein du Front du Refus et de la coalition du non avaient appelé à voter non ou à boycotter le référendum sur la nouvelle constitution. Le fait que 42,42% des électeurs soient allés voter malgré leur mot d'ordre ne constitue pas un échec selon eux. Il faut que Ouattara se rende compte qu'une fois de plus, il a échoué dans sa volonté de pouvoir embrigader le peuple ivoirien. Il faut qu'il se rende compte que le peuple s'est exprimé. Parce que si on se rend compte que cette constitution a été votée à moins de 50%, on doit se poser des questions. L'opposition aussi est prête pour pouvoir amener, en tout cas tout le peuple ivoirien, à pouvoir prendre position face à cette nouvelle constitution. La constitution de la 3e République modifie profondément l'architecture institutionnelle du pays. Un poste de vice-président est créé en plus du maintien du poste de Premier ministre. Le Parlement est désormais composé de 2 chambres. À côté de l'Assemblée nationale, il est créé un Sénat dont le président de la République nomme un tiers des membres. Au Nigeria, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une force militaire spéciale pour protéger les sites pétroliers de la région du delta du Niger. Cette force sera composée d'équipes de patrouilles maritimes, de la police subsidiaire et de certaines unités paramilitaires. Elle devrait également intégrer d'anciens militants armés qui participent au programme d'amnistie. Siam Victoria Sedi. Une nouvelle force militaire spéciale pour lutter contre les attaques des installations pétrolières a été annoncée au Nigeria. Menacée depuis des mois par des attaques dans la zone pétrolière du delta du Niger, la première puissance économique de l'Afrique compte créer une équipe de défense et de protection de cette zone riche en pétrole. La stratégie envisagée par le pays est de former une équipe de pointe composée de patrouilles maritimes, de la police subsidiaire du delta et de certaines unités paramilitaires. Partout dans le monde, les compagnies pétrolières protègent leurs installations. La présidence s'est accordée sur la possibilité de mettre en place une force pétrolière spécialisée qui comportera les soldats d'élite des services de sécurité et sera fournie en équipement amphibie axé sur la technologie et leur permettant d'être capables de répondre aux besoins des compagnies pétrolières si celles-ci sont dépassées au niveau de leur première ligne de sécurité. La force spéciale réunira également d'anciennes forces armées reconverties. Des groupes armés dont les plus actifs, Niger Delta Avengers. Ces derniers avaient revendiqué plusieurs attaques perpétrées dans la zone et qui ont fait perdre au Nigeria 800 000 barils par jour. Pour reconsidérer le problème, le président nigérien Muhammadu Buhari avait annoncé en juin 2016 la reprise du programme d'amnistie destiné à intégrer les groupes armés qui revendiquent sans cesse le contrôle des ressources pétrolières. En 2009, l'ancien président Yar'Adua avait trouvé un accord avec un autre groupe armé à l'époque, le MEND, un accord qui portait sur des compensations
contributions financières qui devaient être apportées aux membres de ce groupe armé-là. La conséquence que ça a eu, c'est qu'on a eu après une multiplication de groupes armés qui, vu cette manne financière-là, vu l'accord financier qui avait été trouvé avec le MEN, se sont dit sûrement que c'est la solution qui marche, on va faire pareil. Il faut peut-être plutôt que le gouvernement nigérian rentre dans une logique de négociation totalement différente en faisant en sorte de régler la question de la propriété même des ressources naturelles de la zone du delta du Niger. Parce que le véritable problème, à mon avis, c'est la question de la propriété des ressources. La production pétrolière du deuxième plus grand exportateur de pétrole d'Afrique a fortement baissé du fait des attaques sur les oléoducs. Une persistance pourrait rétrograder la production quotidienne du pays à 1 million selon des analystes. Le pays produisant en moyenne plus de 2 millions de barils par jour. Rappelons que depuis des mois, le Nigeria traverse une impasse économique sans précédent marquée par une pénurie de devises, la chute des cours du pétrole et des matières premières, ainsi qu'une forte dépréciation du naira par rapport au dollar. En Afrique du Sud, plusieurs milliers de manifestants étaient réunis ce mercredi devant le palais présidentiel de Pretoria pour réclamer le départ du chef de l'État, Jacob Zuma. Des manifestations qui font suite à un rapport sur la corruption qui met directement en cause le président. Ce document rédigé par Toulima Donsella, ancienne médiatrice de la République, a été publié ce mercredi sur ordre de la justice. Il pointe de lourds soupçons de collusion entre l'exécutif et une famille d'hommes d'affaires, les Gupta, accusés d'influencer les choix du gouvernement. Au Sénégal, la confection des cartes d'identité biométrique à puce de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est en cours. La conception se passe au niveau des commissions administratives logées au sein des préfectures et sous-préfectures. Mais les opérations connaissent des lenteurs dont se plaignent les premiers demandeurs. Reportage de notre correspondant El Adjaï. Depuis le 15 octobre 2016, le Sénégal s'est lancé dans la confection des nouvelles cartes d'identité biométrique de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Toutefois, la production de cette carte à puce se heurte à plusieurs obstacles pour les inscrits de la préfecture de Dakar. Lenteur dans le processus, de longues files d'attente et non-respect des rendez-vous, tels sont les maux dont souffrent les citoyens. Là, on est fâchés, vraiment on est fâchés. Là, en plein centre de ville, à la préfecture, là, les gens viennent, mais après les gens, ils ont aussi des difficultés, tu vois. Ils ont aussi des problèmes, des difficultés, tu vois, pour vraiment déposer leurs papiers aussi. Je suis venu à 6h22, 22 minutes, et voilà ma troisième visite, je n'arrive pas à déposer. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les listes souffrent à partir de 22h du matin, 21h, 22h, 23h. Et je me demande, à cette heure-là, qui est responsable qui reste ici pour pouvoir déposer? La difficulté se trouve au niveau de l'organisation même et de la disponibilité des agents qui sont chargés de veiller sur l'application des dépôts. Les Sénégalais ont 6 mois pour aller s'inscrire gratuitement au niveau des commissions qui sont mises en place progressivement. Passé ce délai de 6 mois, tout citoyen sénégalais qui désire acquérir cette nouvelle carte devra payer 10 000 francs CFA. Pour le sous-préfet de Dakar Plateau, la confection est en bonne marche et cette situation s'explique par l'engouement. Plus de 200 cartes sont produites par jour dans sa sous-préfecture. Aujourd'hui, on a mis des commissions dans les sous-préfectures, dans les préfectures et dans toutes les circonscriptions administratives du Sénégal, il y aura des commissions. Nous étions à la phase test, c'est un début. À partir de ce week-end, il y aura un maillage au niveau national. Les inscriptions dans la diaspora débuteront en décembre 2016. Pour rappel, le Sénégal est le premier pays de la CEDEAO à mettre en place la carte d'identité biométrique. Elle permettra de circuler dans l'espace CEDEAO, de servir de carte de séjour, de passeport au niveau des aéroports tout en permettant d'identifier l'individu détenteur. Elle servira aussi de carte d'électeur au Sénégal. La Fédération congolaise de basketball a un nouveau président. Il s'agit de Bruno Jean-Richard Itoua. Il a été élu ce mardi pour un mandat de 4 ans. Il aura notamment la tâche d'organiser l'Afro-Basket 2017 qui se déroulera à Brazzaville. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. Déjà ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoua a été porté à la tête de la Fédération congolaise de basketball ce mardi 1er novembre 2016 à Brazzaville au cours d'une assemblée générale élective. Ayant recueilli 39 voix contre 3 abstentions, il a ainsi bénéficié de la confiance des présidents des ligues et des représentants des clubs. Élu pour un mandat de 4 ans, il souhaite donner aux ligues départementales les moyens de leur politique. Le basketball, c'est une grande partie de ma vie que peu de gens connaissent.
c'est 25 ans de pratique de sport continue à haut niveau. De voir ce sport en train de se déchirer, ce qui était le cas, de baisser progressivement dans la place qu'il occupait, de voir les résultats s'éloigner de plus en plus, de voir surtout des déchirures que nous ne connaissions pas au basket. Il succède à Firman Denga, qui ne faisait plus l'unanimité au sein de la famille du basketball congolais. Le nouveau président sera secondé par 4 vice-présidents, dont le premier, Gilles Dengue Atiki, qui a battu son prédécesseur Sister Obaya. L'organisation de l'Afrobasket 2017 à Brazzaville est l'un des défis majeurs que devront relever les nouveaux dirigeants du basketball congolais. Nous allons nous mettre au travail dès la fin de l'élection, dès la semaine prochaine, sur l'Afrobasket. Mais nous allons mettre au travail sur les autres chantiers aussi. Nous allons mettre en place des équipes qui vont travailler chacune sur ces dossiers-là. Il y aura une équipe pour préparer l'Afrobasket tout de suite après l'élection. Bruno Jean-Richard Itois n'y voit aucun inconvénient dans le cumul de ses fonctions. Cet ancien basketteur qui a fait le bonheur de certains clubs de la ville de Pointe-Noire n'a malheureusement jamais été appelé en sélection nationale durant sa carrière. Il compte dénicher les talents en œuvrant pour la promotion du basketball dans les établissements scolaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.